Alors, bienvenue à tous, on est ravis de vous accueillir avec Mehdi. Je m'appelle Olivier, Olivier Perrin, et dans ma vie professionnelle, je fais de la formation aux pratiques narratives. C'est une approche de l'accompagnement, en fait, qui vient de la thérapie, mais qui est aussi utilisée en coaching, en travail social, dans différents métiers de l'accompagnement. Euh, et puis, ben, dans un groupe, il y a de ça 1 an et demi, 2 ans, j'ai eu la chance de rencontrer Mehdi, voilà, qui est venu se former à cette approche. Et bah, Mehdi, pas très loin du début, au bout de 3 ou 4 ateliers, il m'a dit, mais il faut qu'on fasse un truc ensemble, c'est génial, c'est déjà en train de transformer ma pratique. Et Mehdi, tu vas nous dire un petit peu ton métier, voilà, tu es éducateur spécialisé. Et donc, ouais, on va vous proposer d'avoir un petit échange de partage autour de qu'est-ce que les pratiques narratives ont transformé chez Mehdi. Ça, ce serait un premier moment qui va vous faire un point d'entrée dans ces pratiques. En quelques minutes, on a prévu 15 minutes maximum. Ensuite, on voudrait vous mettre en action avec un petit atelier. On va vous proposer de pratiquer en discussion entre vous. Donc, on va faire des sous-groupes. Et puis, troisième temps, on se retrouvera tous ensemble ben, pour avoir vos impressions, un petit moment de partage et vous expliquer ce que nous, on va faire. Parce qu'on va, avec Mehdi, on va proposer une formation un peu fléchée pour les travailleurs sociaux et les métiers de l'accompagnement avec les personnes vulnérables l'année prochaine, 2026. Est-ce que ça vous va pour le programme? Génial. Euh, alors, Mehdi, est-ce que d'abord tu veux Je vais commencer nous par me expliquer, présenter. voilà, que tu te présentes et tu donnes ton métier? Donc je m'appelle Mehdi Bazaou. Je suis éducateur spécialisé. Voilà, je travaille dans le cadre de la protection de l'enfance maintenant depuis 15 ans. À côté de ça, j'anime aussi des groupes d'analyse des pratiques et je fais de la formation. Entre autres, je propose des formations autour de l'approche systémique. Voilà. C'est un peu, je dirais, mes différentes activités que j'ai au quotidien. Euh, voilà, ça c'est pour la première étape. La deuxième étape, c'était effectivement que je puisse un peu vous parler de ma rencontre avec l'approche narrative. Alors, comment dire, dans le cadre de mes accompagnements, je dirais que j'ai été tout d'abord formé à la PNL. Donc, cette approche m'a aidé à travailler sur la communication. Et puis, travaillant en AMO renforcé, j'ai aussi été formé à l'approche systémique parce que j'avais besoin, comment dire, d'avoir un regard un peu plus, je dirais, systémique des situations. Mais, comment dire, j'ai toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose dans ma relation avec les familles. Je vais m'expliquer. Dans mon cas d'intervention, comme- je, voilà, je suis mandaté par un juge des enfants. C'est-à-dire qu'un juge des enfants me demande d'intervenir sur une situation parce qu'il faut trouver des solutions, il faut trouver des solutions aux problèmes que que les familles rencontrent. Et donc ça, c'est mon contexte d'intervention. Et donc, je dois rendre des comptes au bout d'un an. J'ai un an d'accompagnement et au bout d'un an d'accompagnement, avec la famille, hop, on doit trouver des solutions et pour que les problèmes partent. Et comment dire? J'ai toujours eu, et c'est pour ça que je me suis permis de vous préparer un peu j'ai préparé un dialogue. J'ai repris un peu les traces d'une conversation avec une famille et ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai l'impression que quand j'ai mis les pieds donc dans l'approche narrative, alors comment j'ai rencontré l'approche narrative? C'est tout simplement, je suis tombé sur un livre de monsieur Blanc-Sanoun, qui est un des pères fondateurs de l'approche narrative en France et qui a créé donc, ce centre de formation qui est la Fabrique narrative. Et donc, c'était un livre sur les questions. Voilà, il proposait, comment dire, de revisiter les questions dans le lien avec les personnes qu'on accompagne. Parce que c'est là où, effectivement, j'avais l'impression d'être en difficulté. Enfin, moi, j'avais l'impression, vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand on est en interaction avec une personne, on dit des choses à la personne nous renvoie d'autres choses, donc on est dans une sorte de boucle un peu circulaire, et, et on a l'impression de toujours nourrir cette boucle circulaire et de pas sortir de cette boucle. Et cette boucle, elle est remplie de tension. C'est-à-dire que on a beau essayer de trouver la bonne question, on a l'impression de jamais y arriver. Et donc je me suis dit, il faut qu'à un moment donné, la question, enfin, que je puisse me former un peu mieux sur la question stratégique. Donc je suis tombé sur ce livre et là, ça a été
la première rencontre, je dirais, avec l'approche narrative. Et je me souviens, la première citation qu'on peut lire dans le livre, donc c'est une citation de Michael White, qui est un des fondateurs de l'approche narrative dans le monde, qui dit la personne est la personne, le problème est le problème, mais la personne n'est pas le problème. Et je vous assure, cette phrase, cette citation, elle est simple, mais elle est tellement puissante dans l'impact que ça peut avoir chez les personnes qu'on accompagne. Voilà. Pour la petite histoire, comme je vous l'ai dit, je travaille dans le cadre de la protection de l'enfance. Donc, c'est-à-dire que quand on tombe un peu sur les écrits qui définissent un peu ces familles, il y a souvent des mots qui reviennent, mais des mots, vous savez, très peu valorisants. Un parent qui dysfonctionne, des parents, des carences éducatives, des incompétences, négligence parentale. Vous voyez, tous ces Famille mots, toxique, des choses comme famille ça, milieu toxique. toxique. Ouais. Exactement. Et donc, ces termes, on se rend compte qu'en fin de compte, les familles qu'on accompagne, bah, se définissent par ces termes. Et ils ont oublié, en fin de compte, quelles étaient leurs identités. Nous avons tous des identités multiples. Et en fin de compte, on se rend compte que ces familles ont oublié qu'elles avaient diverses identités et diverses compétences. Et donc, elles se définissent surtout par rapport à ce qu'on peut dire d'elles. Et ces familles, avec le temps, parce qu'on se rend compte que ces familles ont été accompagnées pendant des années par des professionnels de l'accompagnement, des spécialistes de l'accompagnement et des juges, et ils sont souvent mis un petit peu en miroir tous ces termes-là. Et donc, pour vous dire, c'était important pour moi, quand je suis tombé sur cette citation, je me suis dit, mais en fin de compte, j'ai l'impression que je nourris le problème. Je m'explique, c'est-à-dire que au lieu d'accompagner ces familles à voir les choses sous un autre angle, sans me rendre compte, inconsciemment, je les renforçais dans leurs problématiques parce que je venais travailler sur le problème et trouver des solutions avec eux pour essayer tout simplement de rendre des comptes au juge des enfants. Et en fin de compte, avec une temporalité affreuse. Donc on est confronté à deux contextes. Mon contexte en tant qu'intervenant, avec ma direction, avec les directives qu'on m'impose, et puis le contexte des familles, leur temporalité. Et en fin de compte, il y a un truc qui se fait une sorte de mélange, qui se fait une sorte de mayonnaise qui prend pas. En fin de compte, cette mayonnaise, elle prend pas parce que, en fin de compte, au lieu de prendre le contre-pied et de travailler surtout sur ce qui fonctionne, on va plutôt dépenser de l'énergie pour essayer de trouver des solutions à un problème, en sachant qu'en fin de compte, les familles ont juste, comment dire, subissent en fin de compte comment on les définit. Voilà. Et en fin de compte, c'est pour ça que quand je vous dis que ce livre, il a été assez bluffant pour moi par la simplicité et surtout l'aspect très humain. En fin de compte, je me suis retrouvé et c'est là où je fais des ponts. Et je me dis, c'est pour ça que quand je dis à Olivier, mais il faut pouvoir nourrir un peu les travailleurs sociaux de cette approche, parce que cette approche, l'approche narrative, elle est foncièrement humaine, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va considérer la personne par rapport à ce qu'elle est, on va se décentrer de nos propres représentations, on va se décentrer de notre propre contexte d'intervention pour surtout prendre le temps d'explorer la rencontre, le lien. Et, et je pense que je vous apprends rien, mais la priorité avant tout, c'est pas forcément de trouver une solution à un problème dans l'immédiat, mais c'est la création du lien. Sans lien social, rien ne peut se passer. Et c'est là où je trouve que l'approche narrative, par cette sensibilité à la rencontre, à la connexion à l'autre, elle est foncièrement, enfin, les valeurs qu'on y retrouve correspondent en fin de compte aux valeurs qui pourraient émerger d'un accompagnement social. Voilà. Et c'est pour ça que On j'étais parle très. souvent, Mehdi, excuse-moi, je te coupe, de restaurer la dignité chez les gens qu'on accompagne. Exactement, exactement. Et en fin de compte, c'est ça, vous voyez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être qu'on pourra s'en parler. J'ai souvent tendance qu'on va passer des heures et des heures à proposer des entretiens pour parler de ce qui ne va pas. Ça veut dire que sans nous en rendre compte, eh ben, la personne qu'on accompagne, on la met dans son problème, dans sa souffrance, mais on ne prend pas le temps d'aller explorer ce qui fonctionne. Et c'est là où je trouve que l'accompagnateur a une responsabilité, c'est-à-dire quand on parle d'écoute ou de double écoute, c'est effectivement d'aller à un moment donné dans cette écoute assez fine, relever tous ces instants scintillants où la personne, ben, en fin de compte, elle a juste réussi à entreprendre de belles choses. Mais elle l'a complètement, en fin de compte, oublié dans son schéma de pensée parce on lui rabâche sans cesse un échec social. Je suis un mauvais parent, je suis dysfonctionnant. De toute façon, on a dit que j'étais pas bien, on va placer mes enfants. Donc ça veut dire que les gens qui sont. Parce qu'on parle en plus de ça, vous savez, de relations verticales, on n'est même plus dans une sorte d'horizontalité. Vous voyez? Et donc, limite, c'est pour ça que je vous dis que
quand j'ai été formé à l'approche narrative, ça a été aussi un recadrage me concernant. C'est-à-dire que j'ai aussi revu ma posture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, prendre le temps d'explorer, se décentrer de nos propres représentations, s'intéresser vraiment et rejoindre la personne dans ce qu'elle est, dans son émotion, a beaucoup plus d'impact dans sa réussite de vie que d'aller rabâcher ce qui ne va pas. Voilà. Et c'est là où je trouve qu'effectivement, cette approche, ça a été une belle prise de conscience. Et, euh, et, et c'est vrai que ce qui a été intéressant, c'est que j'ai pu immédiatement l'expérimenter. Et prendre du temps précieux à travailler sur ce qui fonctionne, bah, je trouve, apporte une qualité relationnelle indéniable avec les personnes qu'on accompagne. Et c'est aussi ça un petit peu, parce que vous voyez, les professionnels de l'accompagnement, à un moment donné, ils s'usent. Moi, sur une situation que je vais vous exposer, j'étais dans cette boucle où je commençais à m'user, me disant, mais je comprends pas, j'ai beau essayer de proposer des choses à cette famille, ça ne marche pas. Et en plus de ça, il y a une tension qui apparaît, mais je comprends pas, je suis là pour l'aider, mais ce qu'elle me renvoie m'agace. Et, et en fin de compte, je pense que tout simplement, bah, je faisais fausse route. Et c'est là où, effectivement, le bien-être du professionnel est aussi dans sa manière d'amener les choses. Et c'est vrai que depuis, je prends plaisir à avoir des entretiens. Parce qu'au lieu de m'entretenir pour parler de ce qui ne va pas, bah, je vais prendre le temps de la rencontre. Et juste de reconnecter la personne à de belles histoires, à des instants scintillants où la personne, elle s'est vue faire de belles choses. Et là, c'est stratégique. Et là, on est en train d'ancrer des belles choses. Et c'est stratégique parce que ça va nous aider pour la suite. En fin de compte, le chemin que l'on prend avec l'approche narrative, on pourrait penser que, on est sur des détours, mais je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, ces chemins qu'on souhaite prendre avec ces familles vont nous aider à un moment donné à lui donner la possibilité, parce que c'est aussi ça, on parle du pouvoir d'agir. Et on le voit souvent dans l'accompagnement, dans le social, le pouvoir d'agir. Mais ces termes-là ne sont pas spécialement habités parce que, en fin de compte, il y a une sorte d'incohérence. Moi, je suis convaincu il y a quelque chose d'inconscient en nous qui font qu'à un moment donné, on est dans de la projection. Et au lieu de leur donner la possibilité d'avoir un peu cette indépendance et cette émancipation, on nourrit quelque chose qui ne les aide pas forcément à être indépendants. Et c'est là où je trouve que quand on met en pratique l'approche narrative, le résultat à la fin, c'est qu'effectivement, la personne, elle sait faire son nous. Elle arrive à faire son nous. Elle a réussi, elle sait faire son nous parce qu'en fin de compte, on la reconnecte à des histoires, à des instants où effectivement, elle a su. Donc voilà, c'est aussi mettre à l'honneur des ressources, des compétences, des valeurs et une identité, je dirais, beaucoup plus riche. Bah, écoute, Mehdi, je crois que maintenant c'est le moment que tu nous présentes le cas Ouais, précis. Et je complètement, voulais juste dire que complètement. tu as beaucoup parlé de belles choses, de bons moments, etc. On peut appeler des moments scintillants ou des fines traces. On parle aussi en approche narrative du fait que les personnes résistent toujours à leurs problèmes. Elles nous ont pas attendu pour faire des choses. Et donc, et pourquoi narratif aussi, je voulais préciser ça, c'est parce que la réalité devient ce qu'on raconte. Donc, à force de parler que des difficultés, des manques, des problèmes ou des carences, eh ben, on fait une personne qui est définie par ça presque identitairement. Et si on commence à parler d'autre chose, ben, il y a autre chose qui devient possible dans son identité et donc après coup dans ses actions. Voilà, c'est pas juste pouvoir d'agir, on n'agit pas de rien. En fait, on agit à partir de qui on est. Il faut déjà avoir un minimum d'image de soi qui nous conviennent, en tout cas cohérentes, positives pour pouvoir agir. Ouais. Alors, le cas que tu veux nous présenter, c'est l'histoire d'une famille? Alors, effectivement, donc c'était. Alors, je vais pas dire c'est tout récent parce que j'ai été formé il y a de ça maintenant, je dirais, il y a de ça. C'était l'année dernière, donc c'est tout récent. Et donc, avant que je rentre dans cette formation, donc j'accompagne une maman avec ses enfants, et une maman qui est, je dirais, accompagnée. Alors, elle a été accompagnée petite déjà, donc déjà toute petite. Elle a déjà été accompagnée avec sa maman, donc elle connaît un petit peu, je dirais, le parcours aide sociale enfance, etc., etc. Et donc là, elle se retrouve à revivre ce parcours-là, mais en tant que mère. Voilà. Et donc, tout de suite, dans le lien que j'ai avec elle, elle me fait comprendre qu'elle ne me fait pas confiance et que de toute façon, je suis là pour la juger. Et que si je suis là, c'est que c'est une maman qui dysfonctionne, qui est incompétente, parce que sinon je ne serais pas là. Et puis de toute façon, peu importe ce qui se passera, j'écrirai donc un rapport au juge, parce qu'effectivement, j'ai aussi comme fonction d'écrire des rapports au juge. Et bah dans le rapport que je vais écrire, je vais demander le placement de ses enfants. Voilà. Donc on arrive, tu vois, vous voyez, dans la première, dans les Elle a premiers combien d'enfants? C'est une maman de combien d'enfants? deux enfants. Ok. Et ils ont quel âge? Alors, 11 et 9 ans. Ok. Voilà. Voilà, donc effectivement, là,
voilà un peu comment est la situation. Donc, c'est une maman qui est seule et qui doit donc gérer un peu le quotidien de ses enfants, son quotidien. Elle a son activité professionnelle, elle est assez dynamique, hein, mais ça, je pense que ça faisait aussi partie de mon travail de lui rappeler qu'elle était extrêmement dynamique. Donc voilà, on a quand même une maman qui arrive avec la peur d'être jugée, et puis surtout, elle m'associe. En fin de compte, elle m'associe immédiatement à son dysfonctionnement. C'est-à-dire, si vous êtes là, c'est que j'ai un problème. Si vous êtes là, c'est qu'en fin de compte, d'autres personnes ont pensé que j'étais incompétente. Voilà. Donc, et donc, j'arrive un peu dans cette situation. Donc, déjà, c'est pas évident. Donc, mon travail, c'est de créer de la relation, essayer de la rassurer, de lui faire comprendre que je suis pas là pour la juger, mais pour travailler avec elle dans son intérêt. Donc, ça, c'est effectivement quelque chose qui m'habite, hein, initialement. Mais je suis aussi là pour lui proposer des choses, pour lui proposer des actions concrètes, pour l'aider dans ses difficultés. Parce que c'est aussi ça un peu l'idée. C'est-à-dire que, de par mes observations, je vais préconiser des choses. Mais ça prend pas. C'est-à-dire que j'ai beau préconiser quelque chose, elle est dans la résistance. Elle ne veut pas, ça prend pas. Voilà. Et donc, il y a une tension qui commence à apparaître. D'accord? Donc, vous voyez un petit peu le contexte, une tension qui apparaît, c'est-à-dire que dès que je suis avec elle, que je la vois ou que je suis avec elle au téléphone, à un moment donné, il y a une tension qui va apparaître. Donc, je rentre un peu, vous voyez, dans l'image de la boucle, on est complètement dans ça. Je propose des choses parce que j'ai observé des choses, et elle est en tension avec moi. Elle n'est pas d'accord. Elle pense que je suis en train de la juger. Elle pense que si je lui propose des choses, c'est que je suis en train de l'infantiliser, etc., etc. Donc, avec le temps, je me dis, mais comment je vais faire? Mais comment je vais faire pour me sortir de cette situation? Je suis pas là pour lui faire du mal, je suis là pour l'aider. Mais voilà, c'était plus fort que elle. Voilà, voilà, c'était, je dirais, une interaction systémique, c'est-à-dire que je lui proposais des choses et ça alimentait une tension. Et donc, en parallèle, donc, je rentre en formation. Et donc, durant la formation, on apprend des notions un petit peu claires. Alors, je ne sais pas si à la fin du webinaire, on pourra vous en parler, mais il y a par exemple l'externalisation du problème, il y a le témoin extérieur, les films traces, la double écoute. Alors, ce qui est plutôt intéressant, je trouve, dans l'approche narrative, c'est que tous les outils qui sont proposés, ce sont des outils qu'on peut expérimenter concrètement. Vous voyez, sous forme d'atelier, sous forme d'interaction, avec des questions simples et puissantes. OK? Et donc, ce que j'ai fait, c'est que ce que je vais faire, parce que j'ai vu l'impact de ce que j'ai proposé, donc je vais vous lire un peu nos dialogues. Comme ça va vous permettre de vous rendre compte, d'accord? Donc, je vais vous lire les dialogues, si ça vous va. OK? Super. Alors, donc la maman. Donc, la maman qui est, euh, qui est, comme je vous le dis, continuellement en tension. Donc, je lui propose, je lui dis, écoutez, madame, j'ai l'impression qu'il y a un truc, un phénomène qui s'est mis entre nous depuis quelques semaines. Comme si une espèce de pression venait gâcher nos échanges. Alors elle me dit, non, ce n'est pas une pression, c'est pas une, ce n'est pas une pression, mais c'est à la fois une pression et une tension. D'accord. Elle me dit, oui, à chaque fois que vous me parlez, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous allez me juger et vous allez penser que je suis une mère dysfonctionnante. Ok. Et donc là, j'externalise. Ok, donc si j'ai bien compris, ce n'est pas moi, mais c'est la pression, ces pressions qui nous empêchent d'avoir des interactions paisibles et constructives. Donc elle me dit, oui, effectivement. Ok. Donc je lui dis, écoutez, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement? Qu'est-ce qui serait bon pour vous pour pour que pression ou tension n'impacte pas nos interactions? Parce que ce qui est important pour moi, c'est qu'on puisse éventuellement échanger et qu'on puisse travailler ensemble et communiquer. Donc elle me dit, bah moi, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez me demander comment je vais et peut-être, dans nos échanges, plus me soutenir et m'écouter. Ok. Donc elle me donne une indication pour mettre à distance pression. Ok, donc déjà, à partir de ce moment-là, ce n'est plus moi le problème, ce n'est plus elle le problème, entre guillemets, c'est pression. Et donc là, c'est un exercice, alors, je laisserai Olivier me donner son avis, c'est un exercice d'externalisation. Ok? Et c'est rien que la puissance de l'externalisation, des fois, déculpabilise les gens. Ils se définissent plus comme étant le problème, ils ont juste une difficulté relationnelle avec un problème qu'on a nommé. OK. Est-ce que tu veux rajouter par rapport à l'externalisation, Olivier? Ou je continue? On va pas faire trop de théorie, mais effectivement, c'est une manière de parler d'un problème comme étant extérieur aux personnes. Et ça reprend ce que tu as dit au début, la personne n'est pas le problème. Donc, si le problème s'appelle tension relationnelle ou pression, déjà le fait d'en parler à deux ensemble fait qu'il y a Mehdi, il y a cette maman, et puis il y a une tierce entité qui est le problème.
Voilà. Et donc, c'est plus tout à fait elle, c'est ni toi ni elle le problème. Et Exact. donc, tu as encore un petit bout d'échange à nous partager, parce que je vois que le temps passe, il ne faut pas trop qu'on tarde. Oui, alors oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, à partir du moment où on a externalisé un petit peu le problème, moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'à un moment donné, elle a dit que je suis une maman défectueuse, dysfonctionnante. Oh, Donc c'est là, fort. pas. C'est très fort. Donc, je lui ai dit, écoutez, moi, ce que j'entends, c'est qu'à un moment donné, dysfonctionnante est là. Donc, imaginons que dysfonctionnante était à côté de nous, juste à côté de nous. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a des moments où dysfonctionnante n'est pas là? Et donc là, automatiquement, je lui demande de me parler d'un souvenir ou d'un instant où elle a donc été, je dirais, plutôt compétente, entre guillemets. Mhm. Et donc, elle me raconte. Elle me raconte un récit. Elle me dit, bah oui, bah, par exemple, mon fils voulait sortir dans la nuit et je lui dis que non, c'était pas possible et parce qu'il y avait des heures à respecter et pour moi, c'est pas possible que mon enfant sorte. J'ai besoin de, c'est pour moi, c'est juste, euh, je m'inquiète, je veux pas qu'il lui arrive quelque chose et puis c'est moi, je suis une mère, je suis là pour le protéger. D'accord. Donc déjà, vous êtes, si je comprends bien, c'est que vous êtes quand même une maman qui souhaitait protéger votre enfant. C'est important pour vous. Je dis, bah, bien sûr, c'est important pour moi. Quelle maman ne ferait pas ça? D'accord. Est-ce que vous pouvez juste me raconter aussi une autre histoire où vous avez eu l'impression que dysfonctionnante n'était pas là? Bah oui, par exemple, quand je fais des activités avec mes enfants, eh ben, j'aime bien prendre le temps de mettre en place une activité en prenant en compte leurs besoins, ce qu'ils veulent, et puis après, et comment vous faites alors pour mettre en place cette activité? Eh ben, je m'organise, j'essaye de trouver des choses qui fonctionnent, j'essaye de voir un peu ce qui est bon pour eux, ce qui n'est pas bon pour eux, et puis je me coordonne, et puis l'activité se met en place. Voilà, et c'est juste, je ferme la parenthèse parce que je vois le temps. Dans cet exercice, c'était juste l'idée qu'elle puisse à un moment donné, elle qui pensait être dysfonctionnelle, se rendre compte qu'en fin de compte, elle était capable et elle avait des ressources et qu'elle pouvait entreprendre des choses. Et c'est tout ça l'exercice de l'approche narrative, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va aussi prendre en compte ce qui fonctionne et prendre du temps pour explorer comment les choses ont fonctionné et essayer tout simplement de les raccrocher à leur identité. Et ça, c'est très, très pertinent. C'est-à-dire qu'on va réussir à déconstruire leur schéma de pensée dans leur intérêt et les aider à se voir autrement. Et nous, en tant qu'accompagnateurs, on va ancrer ça. On va leur donner aussi cette puissance parce qu'on va les regarder avec un autre regard. C'est-à-dire qu'on va les voir comme étant des gens compétents, capables de pouvoir évoluer et changer dans leur intérêt. Et c'est vraiment ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette, l'approche narrative, c'est un ensemble. C'est effectivement des questions puissantes, pertinentes, stratégiques, mais c'est aussi une posture. C'est-à-dire que on est vraiment dans cette optique de penser au bien-être de la personne et vraiment la reconnaître et la considérer. Voilà. Et juste pour Merci. la petite histoire, parce que c'était l'année dernière, elle qui avait peur que ses enfants soient placés, on a fermé le dossier, elle a pu juger les enfants. C'est-à-dire qu'elle est libérée, entre guillemets, de tout accompagnement. Et parce qu'à un moment donné, on a vachement axé sur ce qui fonctionnait, au lieu de toujours mettre le doigt sur les attendus du magistrat et surtout sur toutes les choses qui pourraient ne pas fonctionner. Et je trouve que c'est très aidant. Voilà. Moi, cet exemple, moi, il me touche beaucoup. Et je le redis encore et encore, prendre plaisir avec les personnes qu'on accompagne à parler des réussites. Vraiment. Faire ce travail d'exploration sur tout ce qui fonctionne a beaucoup plus d'impact que être en continu, en boucle sur ce qui ne fonctionne pas. Voilà. Super, le message est bien passé, Mehdi. Ça vous dit de tester sur vous-même? C'était le deuxième temps de l'échange. Peut-être, vous avez peut-être des questions ou des réactions, et je vous propose qu'on les garde pour la fin. Euh, alors, j'ai préparé une répartition en salle. Vous allez vous retrouver par trois personnes, par groupe de trois. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous déjà vous présenter en deux mots, voilà, partager les prénoms, et puis assez vite fixer des rôles. Et donc, il y aura une personne qui est accompagnée, une personne qui est accompagnante, et puis une troisième qui va prendre des notes. Ça vous va? Jusque-là, rien de compliqué. Ensuite, la personne qui est accompagnée, elle va partager une situation où ça n'a pas été agréable pour elle. Une petite difficulté, un moment de tension, une déception, une frustration. Je suppose que vous en avez
forcément. Alors, prenez pas un énorme problème, hein, on n'est pas là pour rentrer dans un gros sujet de fond, mais prenez un moment désagréable comme ça et commencez à le raconter à la personne qui vous accompagne. Et la personne qui vous accompagne, elle va explorer, comme l'a fait Mehdi, elle va poser des questions, puis elle va essayer de poser des questions un petit peu, petit à petit, des questions un peu différentes pour aller trouver justement ce qu'on appelle une fine trace, c'est-à-dire quelque chose qui, à l'intérieur de ce bazar, de cette situation pas cool, pourrait ressembler à une compétence, à une qualité de la personne, pourquoi pas une valeur, un principe, quelque chose qui était important pour elle, qu'elle a défendu. Et puis, ben, la conversation se déroule comme ça. Et la troisième personne qui est un petit peu en retrait, ben, elle prend des notes. Elle note quelques mots-clés, voilà, les moments où il y a un peu d'intensité dans l'échange, où ça devient émotionnel. Et ce sera un témoin après qui va permettre d'échanger et de revenir sur cette petite conversation donc, qu'on a appelée recherche de fines traces. Est-ce que j'ai à peu près donné toutes les consignes, Mehdi, ou tu veux compléter? Ça va, c'est clair? Euh, on va vous proposer, je vais le mettre dans le déroulé dans le chat, des pistes de questions pour si vous avez jamais fait ça, vous avez jamais été en conversation avec une personne. Donc c'est juste des questions d'exploration, de curiosité qui peuvent vous aider. C'est pas du tout ni une méthode toute faite, ni une obligation, hein. Vous suivez votre propre curiosité, mais ça peut être un guide pour certains, certaines d'entre vous. Bon, bienvenue. Moi, j'ai circulé dans quelques salles. Les conversations étaient riches. Ça m'a paru très intense pour des gens qui ne se connaissaient pas il y a une heure. Donc, j'ai été épaté. Est-ce que vous avez trouvé, on va pas faire un débrief de tout, mais quelques fines traces de compétences, de qualités ou de choses qui comptent dans la vie des gens en discutant? Faites-moi des gestes aussi, là, comme ça. Faites le point levé si c'est oui ou le point en bas si c'est non, à la limite, comme ça. Oula, oui, super. Il y a plein de petites mains là chez Rachel. Merci, Niki. Est-ce que vous avez des questions? Alors voilà, on était sur un temps de questions-réponses, il nous reste quelques minutes. Oui, moi j'ai une question. Nous, dans notre groupe, on n'a pas eu accès justement aux questions qui nous servaient, qui nous guidaient. Ouais, on est désolé, j'ai oublié de les envoyer dans le chat D'accord. avant. Et du coup, après, ben, dans les groupes où je suis allé, je les ai copiés-collés, mais on n'a pas pu passer partout. D'accord. Vous étiez Ok. trop nombreux. Donc du coup, est-ce qu'on pourra les avoir a posteriori? J'imagine que c'est possible. Oui, je peux les mettre là déjà. Ok. Euh, Elles y hop, sont. elles y sont dans le chat Ok. commun. Là, je les vois. Merci. Tu les vois? Super. Ok. Ok, autre chose? Non, moi, je voudrais juste partager que ça m'enthousiasme de savoir que voilà, il y a quelque chose d'une formation en direction des travailleurs sociaux, éducateurs et autres accompagnants qui va se mettre en place parce que moi, je fais aussi, enfin, comme plein de gens ici dans la salle, enfin, de l'accompagnement des gens qui accompagnent en utilisant les pratiques narratives comme vraiment une posture, enfin, voilà, qui Mhm. m'habite complètement. Et, euh, et je perds jamais de vue que quand j'accompagne des gens qui accompagnent, le bout du bout, c'est quand même les personnes accompagnées, les personnes en situation de Bien handicap, sûr, les les enfants, les familles, etc. bénéficiaires au final, ouais. Voilà, Mhm. voilà, voilà. Et en fait, en reflet systémique, finalement, dans la manière dont moi j'interviens avec les personnes que j'accompagne, j'ai l'espoir qu'il y ait quelque chose qui transforme aussi leur pratique dans une manière de questionner, orienter solution, voilà, pas orienter problème. Et du coup, ça m'enthousiasme de voir il va y avoir des outils, en fait, parce que elles sont peu, je trouve, peu armées quand même, les Mhm. travailleurs sociaux, les éducateurs, etc. Et que l'institution, elle écrase dans l'histoire de problème. Si tu prends juste le document qu'il faut remplir, en fait, bah, tu as un document à remplir qui te fait une liste tu fais la liste à travers de tous les problèmes de la personne. Je te Et c'est quand même rejoins. un Je peu te rejoins. l'enfer, quoi. Mais je te Donc voilà, rejoins complètement. Ouais, Rachel, je te rejoins. Effectivement, on n'a pas grand-chose comme manière de faire, à part poser des questions un peu différentes. Et quand ce Mehdi pose la question à la dame, à la maman, là, en lui disant, mais est-ce qu'il y a un moment où dysfonctionnante n'est pas là? Est-ce que vous pouvez me raconter un moment? Et là, elle raconte une histoire où elle s'est sentie fière d'être maman. Et cette histoire n'aurait jamais existé et donc elle n'aurait pas pu se redonner de la dignité et avoir conscience de sa compétence s'il n'y avait pas eu cette question précise de Mehdi à ce moment-là. Et je vous Et je assure, partageais aussi avec mon groupe juste une petite anecdote, parce que moi je m'appuie aussi beaucoup sur la petite, je la partage parce que je trouve que c'est aussi puissant. La petite anecdote de Vincent Lénard qui dit qu'avant d'accompagner, construire la relation, et pour construire la relation, en fait, derrière chaque
crapaud, il y a un prince. Derrière chaque grenouille, il y a une princesse. Démerde-toi comme tu veux, mais trouve le prince et la princesse. Après, tu pourras accompagner. Donc, je trouve que ça parle aussi de ça. Ça parle de la connexion de l'alliance, ouais. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, vous verrez, si vous leur demandez de vous raconter des histoires sur des faits concrets, vous allez voir qu'ils seront beaucoup plus à l'aise de vous les donner, de vous les partager, que quand on leur demande leur avis sur leur situation. Parce qu'ils sont tellement pris par la relation qu'ils ont avec leurs problèmes que ils ont pas ils ont pas la réflexion, enfin, ils sont tellement pris dans cette situation. Mais par contre, leur de proposer vraiment des aspects, des instants merveilleux, concrets, vous allez voir que là, tout de suite, il se passe quelque chose de différent. Dans la communication non verbale, ça saute aux yeux. Et puis ça renforce le lien dans la relation d'aide, je vous assure. Et puis même là, vous savez, l'aspect un petit peu vertical, horizontal. On est vraiment dans cette horizontalité. Et c'est ce qui fait, je crois, par la suite d'un accompagnement plus riche et plus pertinent. Mais Il y merci a pour cette métaphore, qui est très une, intéressante. une question qu'on se permet parfois de poser, c'est de dire, je sais que vous avez beaucoup de problèmes en ce moment, mais est-ce que vous me permettez de faire connaissance avec la personne que vous êtes en dehors de toutes ces histoires? Et du coup, ça ouvre le champ à parler, en disant juste, on va prendre un petit temps pour faire connaissance en amont, si vous voulez bien. Et souvent, on peut, voilà, les questions sont autres. Je Et puis vous on ai mis appelle. dans des informations sur la formation avec un lien et tout dans le chat. Pardon, je t'ai coupé, Mehdi. Non, non, mais parce que vous voyez, par exemple, moi j'ai souvent, parce que je fais de l'analyse des pratiques, je propose des animations et donc j'expérimente des outils de l'approche narrative et tout de suite on voit que ça prend parce que dans ces outils, on va aussi explorer le paysage relationnel. Et ça aussi, c'est très important, c'est-à-dire comment stratégiquement on peut aussi à un moment donné reconnecter à ces personnes, des personnes ressources bienveillantes avec un regard d'amour bienveillant à leur égard. Et ça aussi, c'est extrêmement puissant. Voilà. C'est- on le fait pas assez et c'est stratégique, c'est-à-dire que la personne qu'on accompagne, eh ben, elle peut aussi à un moment donné s'appuyer sur d'autres personnes. Elle n'est pas seule. C'est-à-dire on la sort de cet isolement. On la reconnecte juste à à d'autres personnes qui sont bienveillants à leur égard. Et ça, c'est juste. Parce que dans mon champ d'intervention, malheureusement pour ces familles, que ça soit le juge des enfants, que ça soit les ordonnances, que ça soit les rapports, ben, il y a souvent beaucoup de choses qui sont décrites qui sont pas forcément très valorisantes. Et je vous assure que ça a un impact. Pourtant, c'est pas le but, hein, mais c'est un impact très maltraitant à leur égard. Et c'est pour ça que je trouve que arriver avec cette approche beaucoup plus humaine, je le vois et je le répète, c'est juste du plaisir. Voilà. J'ai l'impression, en toute honnêteté, de reprendre plaisir dans mon activité en ayant cette approche, en ayant cette posture, en ayant cette intervention beaucoup plus stratégique. C'est surtout ça. Voilà. Elle est stratégique et elle vise vraiment le bien-être des personnes. Et ça a un impact sur de la durée. Parce que vous voyez, je ne sais pas si vous avez un regard sur les fréquences des accompagnements, mais souvent, il y a des familles qui sont accompagnées depuis 5 6 ans par la protection de l'enfance. Alors, on devrait se dire, mais attendez, ils sont accompagnés depuis 5 ans, ils sont toujours accompagnés, mais attendez, mais ces familles n'avancent pas. Ils sont incompétents. Mais c'est juste que je pense que notre manière d'intervenir N'est n'est pas pas adapté à exemplaire. eux. Ouais. Exactement. Parce que on est concentré sur le problème et on alimente le problème sans nous rendre compte. Et juste le fait de faire ce pas de côté et se dire, bah non, on va travailler surtout sur ce qui fonctionne et on va leur faire confiance parce qu'elles sont compétentes. Voilà. Je pense que, voilà, moi, je suis convaincu que les résultats et les chiffres seraient totalement différents. Ouais. J'y crois à 1000%. J'aime beaucoup ton enthousiasme, Mehdi. Il va falloir qu'on conclue quand même Ouais. voilà, ce Ouais. petit webinaire. J'avais promis 19h30 qu'on pourrait reprendre notre vie normale. Il est 34. Donc, vous êtes autorisé à partir. C'est officiellement terminé. Nous, après, on a encore quelques minutes avec Mehdi. On peut rester si vous avez d'autres questions, mais je ne voudrais pas que vous vous sentiez obligé de rester. Euh, on Ouais. a tous aussi une vie de famille ou une vie personnelle à reprendre. Merci à vous, en tout cas. Merci, Véronique. Merci, Véronique. Merci, oui. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Soirée. Merci. Merci, Bonsoir. bonne soirée aussi. Au Bah, revoir. Merci à vous. À bientôt. À au bientôt. revoir. À Merci, au bientôt. revoir. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Je suis en train Au de revoir. lire tous les messages. C'est chouette, hein. Il y a plein de gens qui ont trouvé ça riche, intéressant, fabuleux. Ouais. Cool. C'est bien.
Tant Alors, mieux. moi aussi, j'ai trouvé ça riche. Je Merci. souris parce que j'ai vu que Olivier est du côté d'Argenteuil, Mehdi du côté de Poissy, et moi, je suis à Éragny, donc c'est entre les deux. Voilà. D'accord, ben, on forme une chaîne à trois dans la région parisienne, alors dans l'ouest parisien. Donc, Ouais. c'est drôle, enfin, j'ai trouvé ça drôle. Voilà. Vous bossez où à la sauvegarde, Mehdi? Oui. D'accord, ok, non, Ah non, anciennement à la sauvegarde. Je ne travaille plus à la d'accord, sauvegarde des îles. Non, d'accord. non. Anciennement. Non, non, j'ai bossé, je suis à la retraite et j'ai bossé 40 ans en protection de l'enfance et Ah oui, d'accord. 20 ans à la sauvegarde des Yvelines. Ça laisse quelques traces. Ouais. Ah, ok. Mais j'ai travaillé à l'époque, c'était le SEP à Houille. Ah ouais, ouais, au SEP. Ok, Exactement. Exactement. d'accord. Ok, ok. Oui, oui, bah oui, j'ai connu le SEP à ses débuts, moi. Enfin, j'ai connu une bonne dizaine d'années, mais à ses débuts. Voilà. C'est quoi le SEP? Parce que moi, je connais pas tout le jargon du travail Alors, social. c'est service éducatif de proximité, c'est de la Proximité. MO renforcée. Voilà, Et c'est Ouais. AMO, ça veut dire aide en milieu ouvert, c'est ça? aide Action éducative éducative, ouais. en milieu Action ouvert. en milieu ouvert. Ok. Ouais, Donc c'est ouais. quand on va voir les familles directement chez elles. Ok. Exactement. Ok, non, mais voilà, c'était bon, donc Le monde est séance petit. riche et voilà, je vais regarder pour les dates pour aller vous rejoindre peut-être au Forum 104 Ah, en excellent. avril. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci, au revoir. Au Bonne revoir, Gaël. soirée.